Ce soir, nous vous proposons de faire un état des lieux du secteur de la beauté et des cosmétiques en Afrique subsaharienne. Aminata Thior, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Cetalma.com, un média spécialisé destiné à l'information dans le domaine de la beauté en Afrique francophone. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez publié votre premier rapport au sujet du marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique, le premier en Afrique francophone. Oui. Qu'avez-vous souhaité mettre en lumière ? Alors, plusieurs choses, que ce n'est pas un petit marché comme on nous le fait savoir depuis plusieurs années, que c'est un secteur à prendre au sérieux par les gouvernements africains, mais aussi par les investisseurs, et rappeler aux acteurs qui sont dans ce secteur-là qu'ils doivent continuer à faire le travail qu'ils font aujourd'hui. Donc voilà, ça fait près de 4 ans plutôt qu'on travaille dans ce secteur-là en Afrique francophone, et on voulait montrer les chiffres de ce secteur-là, parce que ça n'existe pas. C'est le premier rapport justement qui donne les chiffres du marché sur différents segments beauté. On voulait aussi donner des éléments qualitatifs, des informations qualitatives, c'est-à-dire ces choses qu'on ne peut pas chiffrer, mais qui sont des subtilités à comprendre sur le marché de la beauté en Afrique francophone subsaharienne. C'est destiné aux investisseurs publics ou même étrangers. Investisseurs publics, étrangers, marques africaines, marques internationales, gouvernements africains et tous les porteurs de projets qui veulent se lancer dans ce secteur. En fait, c'est un outil de décision pour ces 3 catégories de cibles, à savoir les décideurs africains pour qu'ils sachent ce qui existe dans ce secteur-là, parce que jusqu'ici, encore une fois, on le dit, Cetalma le dit depuis plus de 3 ans qu'il y a du potentiel, il y a des emplois à créer, mais on n'a pas l'impression d'être entendu. Et du coup, pour nous, ce rapport, c'est un moyen de documenter ce secteur, de leur dire voilà ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les opportunités, quelles sont les difficultés également, et pour qu'ils prennent des décisions. Donc c'est un outil de décision pour les gouvernements africains, mais aussi pour les investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs sont plus retournés vers des domaines comme la santé, la fintech, et pourtant, à côté, il y a aussi le domaine de la cosmétique en Afrique qui connaît un boom et qui devrait les intéresser. Donc, c'est un outil de décision pour eux. Justement, ce rapport, il met en avant le fait que 2 pays sont en tête. Il s'agit de l'Afrique du Sud et du Nigeria, qui constituent les 2 grandes puissances en matière de consommation en raison de leur démographie et de leur classe moyenne. Mais qu'en est-il en Afrique francophone? Oui, justement, quand on parle de beauté et cosmétique en Afrique, on a tendance à penser automatiquement à l'Afrique anglophone et pas forcément à l'Afrique francophone. Et justement, c'est ce qu'on a voulu aussi dire à travers ce rapport, que l'Afrique francophone subsaharienne aussi est un marché de près de 9 milliards d'euros d'ici 2025 et uniquement sur 3 pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où aujourd'hui on observe un vrai boom. Et d'ici, ce chiffre va croître parce que c'est un marché justement qui croît énormément. Quels sont les segments de marché les plus sollicités par les consommateurs africains en Afrique francophone? Oui, alors il y a le skincare, tout ce qui est... Skincare, c'est les produits de la peau. Hein. C'est ça, produits de la peau, soins de la peau. Il y a les produits capillaires naturels. Il y a tout ce qui est parfumerie de grandes marques, parce qu'il y a des grandes marques internationales de parfums qui sont installées sur le continent. Il y a aussi les produits de maquillage. Ce sont les 4 segments aujourd'hui qui intéressent le plus les consommatrices qui sont sur ce secteur-là. Et c'est là où on a fait un focus sur le marché. À la lecture de votre rapport, on apprend que la notion de classe moyenne entraîne une mise à l'écart d'un certain type de profil. Comment s'explique cette situation? Parce que toutes les études font un focus sur la classe moyenne et du coup les entreprises font un focus aussi sur la classe moyenne, oubliant les réalités africaines. Nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'informel, enfin la jeune dame qui vend du poisson au marché a aussi le pouvoir d'achat de s'acheter des produits de beauté ou des cheveux naturels, tissage on l'appelle en Afrique, d'une valeur de 230 euros, 300 euros tous les 2 mois ou 3 mois. Ces femmes-là, aujourd'hui, elles ne sont pas assez ciblées. Oubliées par les marques de cosmétiques qui proposent de la qualité, encore une fois. Et qui est-ce qui récupère ces cibles-là? C'est les magasins de cosmétiques qui vendent des produits de mauvaise qualité. Et quand on parle de produits de mauvaise qualité, on parle de dépigmentation ou autre truc. Justement, la dépigmentation, on va y revenir tout à l'heure. Vous indiquez que l'on assiste à un retour du naturel chez les consommatrices africaines. S'agit-il d'un effet de mode ou est-ce un véritable mouvement de fond? Absolument pas un effet de mode. Ça, c'est une
c'est une certitude. On a fait des enquêtes dans la banlieue de Dakar, dans la capitale dakaroise aussi. On a fait la même chose à Abidjan, à Douala, et on a observé que ce n'était pas un effet de mode. Les femmes africaines francophones subsahariennes veulent retourner au naturel. Et 40% aujourd'hui utilisent des produits de marques africaines ou des produits naturels de leur cuisine pour s'occuper de leurs cheveux. Seulement, c'est encore difficile pour elles de le faire parce qu'elles n'ont pas les méthodes, elles n'ont pas forcément accès toutes aux produits qui leur permettent de s'occuper facilement de leurs cheveux. Vous avez évoqué la dépigmentation, un sujet qui est pour le moins tabou sur le continent. La dépigmentation, vous n'avez pas voulu opposer les points de vue, vous mettez plutôt l'accent sur la majorité invisible. Qui est cette majorité invisible? On a fait un choix dans ce rapport. On s'est dit que depuis plus de 6 décennies, on nous parle des causes et conséquences de la dépigmentation. Ce qui est vrai, c'est très bien. Sauf que tous les documentaires, toutes les études qu'on a sur le sujet de la dépigmentation font un focus sur causes et conséquences. Et c'est plutôt une méthode qui stigmatise, qui juge les femmes qui se dépigmentent. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il devrait peut-être qu'on fasse, c'est faire un focus sur toutes ces femmes qui veulent garder leur peau naturelle et qui ne sont pas assez visibles en fait. Je veux dire, on fait des documentaires pour donner la parole à des femmes. Pourquoi elles se dépigmentent? Pourquoi on ne donnerait pas la parole? Pourquoi on ne ferait pas des études, encore des documentaires pour demander aux femmes noires, naturellement claires ou naturellement noires, pourquoi elles ont décidé de garder leur peau naturelle? Je pense que changer notre façon de... changer le focus permettrait peut-être de lutter contre la dépigmentation. Ça, c'est un point. Le second point? Le second point, c'est qu'on se dit que la peau noire n'est pas assez pensée en Afrique et par les Africains. On n'a pas aujourd'hui... Et comment vous expliquez cette situation? Parce que on a délaissé la beauté, le sujet de la beauté aux femmes, alors que ça ne concerne pas uniquement les femmes, ça concerne également les hommes, ça devrait concerner davantage les universitaires, les intellectuels, les penseurs. La beauté en Afrique, ce n'est pas uniquement une question de femmes ou de dermatologues ou de spécialistes de la peau. C'est un sujet qui n'est pas futile, qu'on devrait discuter dans des espaces comme les universités, comme les instituts, pour parler de la peau noire. Parce qu'à chaque fois que l'Afrique parle de la peau noire, c'est parce qu'en Occident, la peau noire a été sujet de discussion, où les cheveux afro ont été des sujets de discussion. Mais nous, les Africains, nous qui sommes sur le continent, qu'est-ce qu'on pense de notre peau noire? Qu'est-ce qu'on pense de nos cheveux afro? Et c'est ce qu'on dit dans ce rapport. Au lieu de rabâcher tout ce que les études sur la dépigmentation ou les cheveux afro ont dit, il faut qu'on change de regard. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'accent sur les femmes dépigmentées, mettons l'accent sur les femmes qui ont pris la décision de ne pas se dépigmenter sans pour autant juger les autres, sans pour autant les stigmatiser. Et tout le challenge est là, en fait. Comment faire pour qu'on y arrive? Et que, je suis désolée de le dire, qu'il y ait plus de penseurs, d'intellectuels qui s'emparent de ce sujet-là. Aminata Thior, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le journal Afrique de TV5 Monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Dominique Tinibakala pour l'actualité africaine. D'ici là, prenez soin de vous et belle soirée à tous.